Alors, Monsieur l'ambassadeur, un grand merci pour votre présence. C'est évidemment dans un contexte un peu plus détendu que nous nous retrouvons aujourd'hui avec vous. Shanghai a largement réouvert, le retour à la vie entre guillemets normale semble se mettre en place. Les restrictions semblent également se lever également à Pékin et dans beaucoup d'autres provinces. Et pour l'ensemble de la communauté d'affaires ainsi que pour les familles, c'est un sentiment d'optimisme prudent qui domine. Alors je dis prudent évidemment tout d'abord parce que beaucoup de sujets restent préoccupants pour les particuliers comme pour les entreprises. On le voit bien dans toutes les questions qui nous ont été posées à l'avance. Et puis aussi parce que la prévisibilité n'est toujours pas au rendez-vous en ce qui concerne la politique du zéro Covid en Chine et qu'il est impossible à ce jour de savoir si d'autres restrictions ne vont pas venir ou revenir perturber nos quotidiens. Voilà, les questions de nos intervenants aujourd'hui reflètent tous ces sujets. Et comme il en est l'usage, Monsieur l'ambassadeur va y répondre dans son intervention. Et puis vous le savez tous aussi, vous avez l'habitude maintenant, il n'est pas trop tard, vous pouvez poser d'autres questions en utilisant la messagerie de ce webinaire. Nous les traiterons à la fin de l'intervention de Monsieur l'ambassadeur. Sachez également qu'un replay, un enregistrement de cette intervention sera disponible et que le lien sera envoyé dans la messagerie de ce webinaire. Voilà, donc merci à tous de nous avoir rejoints et sans plus attendre, Monsieur l'ambassadeur, je vous passe la parole. Beaucoup. Donc effectivement, dans un contexte très différent, nous nous retrouvons pour ce 4e webinaire et merci encore à la Chambre de commerce et d'industrie franco-chinoise de nous accueillir. Donc on est dans une situation avec, cette fois-ci, contrairement à tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, ça va plutôt plus vite que moins vite. Donc il y a eu une petite accélération sur le déconfinement et aussi sur une forme de normalisation de la situation à Shaoyang. Donc je suis particulièrement heureux pour nos compatriotes de Shanghai qui ont vraiment souffert et à nouveau aussi leur dire toute mon admiration pour la solidarité dont ils ont fait preuve pendant toute cette crise. Aussi un petit coup de chapeau à nouveau à notre consul général, à son équipe. Je pense qu'il a quand même l'air un peu fatigué, comme pas mal de troupes, aux îlotiers, enfin aux chefs d'îlots adjoints, aux associations, à la Chambre de commerce pour tout ce qui a été fait pour accompagner notre communauté de Shanghai dans toute cette période. Alors, quelques éléments d'information sur la situation épidémique. Donc, on est clairement dans une situation vraiment très différente avec des chiffres radicalement à la baisse. Lors du dernier webinaire, on était sur une moyenne de 5000 cas par jour. Aujourd'hui, on est à moins de 100 cas, des cas qui sont essentiellement sur Shanghai et Pékin, et on n'a plus que la moitié des provinces qui sont concernées. Shanghai ne comptabilise plus que 13 cas pour la journée du 1er juin, et le zéro circulation sociale donc, a été atteint pendant 3 jours consécutifs dans tous les districts, ce qui a permis d'engager un véritable déconfinement que je pense beaucoup d'entre vous ont vécu en direct. Il reste néanmoins certaines zones confinées, et ça touche quand même 5 millions de personnes qui sont toujours donc confinées à domicile, et beaucoup de contraintes et aussi de nervosité. Je laisserai Benoît y revenir. À Pékin, la situation est aussi davantage sous contrôle. On n'a recensé que 14 cas dans la journée du 1er juin, mais donc Benoît faisait remarquer avec une petite délectation que pour la première fois, Pékin avait plus de cas que Shanghai. Et nous avons aussi une réduction du nombre de districts. On a 13 districts qui n'ont déclaré aucun cas en circulation sociale sur les 7 derniers jours. C'était vrai à Shaoyang jusqu'il y a quelques heures, où nous avons vu apparaître un cas à 630 mètres de l'ambassade, ce qui ne nous réjouit pas particulièrement. On est aussi donc avec des contraintes qui restent assez fortes sur l'accès à pas mal de services, sur des logiques de tests à répétition. Donc on est plutôt sur moins de 48 heures pour rentrer dans beaucoup d'endroits. Et par ailleurs, donc, le CDC a indiqué que pendant tout le week-end, là, on n'aura pas d'évolution. Parce qu'on a un peu peur de ce que le trop-plein de festivités puisse relancer la machine. À noter aussi une situation nouvelle à Tianjin, où on a eu 10 cas depuis 3 jours. Et donc une certaine nervosité qui complique la circulation entre Tianjin et Pékin. Et donc c'est quarantaine à l'arrivée de Tianjin et quarantaine à l'arrivée de Pékin à Tianjin. Et il y a eu une question particulière pour quelqu'un venant de Shanghai. De Shanghai, c'est la même chose, quarantaine à l'arrivée à Tianjin, 7 jours,
et aussi nécessité de prévoir le véhicule de l'entreprise ou à déterminer vers l'hôtel de quarantaine. Donc on reste dans une ambiance où la circulation entre les provinces reste compliquée. On ne se rue pas pour réouvrir la connectivité avec les villes suspectes. Il y a donc un délai à prévoir, même si on peut imaginer que l'accent qu'on voit sur la reprise de l'activité économique devrait faciliter la réouverture, en tout cas vers les provinces limitrophes. Donc, globalement, on peut considérer qu'aujourd'hui, on est sur quelque chose qui ressemble véritablement à la fin de la 5e vague épidémique. Et donc, malgré les contraintes qui vont demeurer, en particulier celles des tests de moins de 48 heures, 72 heures, pour la plupart des actes de la vie courante et pour pas mal de gens autour de cette table pour rentrer même à leur domicile. C'est vraiment pas le moment d'avoir un bug sur son application. Et là, je crois que Benoît peut aussi nous en témoigner directement. Pour l'avenir, évidemment, on n'est pas à l'abri de nouvelles alertes épidémiques. Avec la jurisprudence que je qualifierais de Shanghai versus Pékin, on peut penser que dans l'avenir à venir, la politique zéro Covid sera appliquée avec fermeté pour éviter un confinement généralisé. Donc, en clair, ça veut dire des interventions précoces avec des confinements ciblés, mais le ciblé peut parfois être très large, comme on l'a vu à Pékin, puisqu'on a eu quand même un quartier de 2,5 millions d'habitants qui a été passé rapidement au télétravail et des milliers de gens qui se sont retrouvés confinés ou déplacés. Pour faire donc simple, dans toute la Chine, le risque demeure de se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. En matière de vaccination, il n'y a pas de changement particulier depuis notre dernier webinaire, sauf l'apparition d'incitations financières plus cadeaux. Alors là, on m'a dit qu'à Pékin, il y avait pour les plus de 80 ans, on pouvait avoir 1 000 yuan pour un premier shot et la mascotte des Jeux Olympiques d'hiver pour un schéma complet. Donc j'espère que ça va inciter les plus de 80 ans qui sont donc aujourd'hui les moins vaccinés, je rappelle moins de 21%, alors que c'est la population cible la plus fragile, à se faire vacciner et à nous permettre peut-être de passer un jour, quand la décision sera prise, à autre chose. Sur la quarantaine, on a le sentiment que la tendance générale est à se regrouper autour de 2 semaines. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et j'ai eu une question précise sur la participation de citoyens français à des mouvements de protestation, notamment contre la politique zéro Covid. Je rappelle juste qu'en Chine, c'est la loi chinoise qui s'applique dans toute sa rigueur. Des questions sur la connectivité, et notamment sur le prix des billets d'avion. Donc, ça, c'est un constat que nous faisons tous. C'est le problème majeur pour la communauté française. Ça reflète d'une part la rareté des vols, on l'a déjà dit, 2% de ce qui était pré-crise, mais aussi toute une série de contraintes supplémentaires, la faiblesse des jauges, parfois donc 40%, la fréquence des annulations. Donc, on est sur un principe de 2% des vols, mais le constat que l'on fait, c'est qu'à peu près 50% des vols entre la France et la Chine ont été annulés. Et par ailleurs, des coûts d'exploitation supplémentaires liés aux escales à Séoul, au contournement de la Russie. Donc la solution, ça passe clairement par l'augmentation de l'offre qui bute elle-même sur la stratégie zéro Covid. Néanmoins, depuis notre dernier webinaire, on a senti que la petite bascule qui se fait vers la reprise économique a permis d'engager des discussions pour l'augmentation du nombre de vols, donc pour passer de 5 vols de part et d'autre, de 3 vols, pardon, à 5 vols de part et d'autre. Et donc ça nous permettrait de passer de 6 à 10 vols par semaine. C'est pas complètement simple parce qu'il y a pas mal de contraintes opérationnelles. Et donc la mise en œuvre serait plutôt étalée à partir de l'été vers l'automne. Mais ça pourrait nous permettre d'amorcer un progrès dans ce domaine et donc normalement mécaniquement peser sur les prix, sachant que par ailleurs l'arsenal des circuit breakers pour les cas importés subsiste et donc on n'est quand même pas sorti de l'auberge, mais en tout cas une tendance
disons, positive et qui n'est pas limitée à la France puisque les Allemands ont eu une offre similaire, les Britanniques ont eu aussi des ouvertures et il y a aussi des possibilités d'ouverture d'un vol depuis Madrid. Sur les charters, le travail continue. Je pense que l'accord de principe est désormais plus qu'acquis. Il faut quand même savoir que c'est un travail très lourd à la fois pour la Chambre de commerce, pour l'ambassade et globalement pour les autorités françaises où ce sujet a été évoqué plusieurs fois, y compris au plus haut niveau. Les charters ne peuvent atterrir qu'à Tianjin parce que comme Air France a une base à Shanghai et à Pékin, et le Grand Pékin inclus en Tianjin, le Shanghai n'étant pas ouvert, il n'y a pas d'autre choix que de miser Tianjin, en attendant aussi une réouverture de Pékin sur lequel nous continuons à plaider, mais pour lequel il n'y a pas pour le moment d'ouverture. Sur les possibilités d'autres charters, il faudra examiner la situation en fonction de la reprise ou non des vols d'Air France et des nouveaux vols chinois, en fonction du besoin. À nouveau, c'est un travail très lourd, donc la vraie solution, c'est quand même plutôt des vols réguliers, mais on se garde la possibilité, évidemment, en liaison avec la Chambre de commerce, de regarder les choses le moment venu. J'ai une question très précise sur l'utilisation de Hong Kong comme port d'entrée, port d'arrivée. Donc, c'est évidemment c'est possible, mais il y a quand même aussi quelques contraintes. La première, c'est que nos compatriotes à Hong Kong ont déjà été confrontés à des problèmes de non-disponibilité d'hôtels d'accueil. C'est-à-dire d'avoir des places sur un avion, mais pas d'hôtel pour la quarantaine. Donc, il faut être vraiment sûr qu'on achète son billet, qu'on a aussi son hôtel de quarantaine, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et il y a quand même, je pense, un peu trop d'enthousiasme sur le passage à pied ou le passage par navette entre Hong Kong et Shenzhen, qui a l'air d'être très aléatoire, d'avoir des durées qui sont limitées. Et donc, il est quand même plus raisonnable de prévoir un passage par avion depuis Hong Kong vers une autre destination. Ça veut dire qu'il faut faire, dans tous les cas, de toute façon, il y a quarantaine à Hong Kong, puis une semaine, puis quarantaine à nouveau de 2 semaines ou plus, mais a priori 2 semaines dans la ville de destination finale. Le risque que l'on a quand on a évidemment une étape intermédiaire, c'est les changements de règles qui sont parfois difficiles à anticiper. Et donc notamment avec les changements de gouvernement à Hong Kong, je ne peux pas assurer que la situation qui est celle d'aujourd'hui sera celle de dans quelques semaines, après notamment l'anniversaire de la rétrocession. Sur les questions éducatives, donc sur d'abord la reprise des cours, il n'y aura pas de reprise à Shanghai, le lycée sera fermé jusqu'à la rentrée. Je pense que vous êtes déjà tous au courant, mais les contraintes liées à la réouverture étaient juste hors d'atteinte pour le lycée de Shanghai. À Pékin, on sent un frémissement, donc il est possible qu'il y ait une autorisation, au moins pour les classes, pour une partie des classes, donc à suivre dans les prochains jours, en tout état de cause après le Grand Pont. Sur les examens, je pense que c'est désormais un sujet qui est largement derrière nous, puisque toutes les épreuves du bac, y compris les épreuves anticipées de français, ont pu passer en contrôle continu. La seule exception, ce sera pour le grand oral qui doit se tenir en tout état de cause, en fonction des situations. Donc à Pékin, on va privilégier plutôt un examen qui sera fait à l'ambassade, si on n'a pas de mauvaise surprise. Et à Shanghai, ce sera plutôt à partir du domicile des élèves. À Wuhan et à Canton, les épreuves ont eu lieu dans les consulats généraux également. Sur la rentrée de septembre, on fait le maximum pour que tout se passe au mieux, et notamment pour assurer l'arrivée des professeurs, comme on l'a fait l'année dernière, donc à partir des contacts entre les rectorats, les charters, l'appui aux arrivées. Enfin, c'est quelque chose qui est rodé, qui demande vraiment aussi beaucoup d'efforts. Il y a une question sur les inscriptions au lycée, donc elles sont possibles à tout moment en fonction des places disponibles. Toutes les informations financières sont en ligne sur le site du lycée et s'agissant de Shanghai, il y a eu une visio le 28 mai sur la dynamique des frais d'écolage qui reste contenue.
Il y avait une question sur la mobilité étudiante. Le premier point, c'est que nous n'avons jamais arrêté la mobilité étudiante, et a fortiori en venant de Chine, et qu'il n'y a pas d'orientation en ce sens. Au contraire, que Campus France s'est réorganisé, notamment en ligne, pour accompagner les étudiants chinois dans leur projet d'études en France. C'est les visas que nous traitons en priorité. Nous avons accueilli plus de 7200 étudiants chinois en 2021 et nous espérons dépasser ce chiffre cette année. Et par ailleurs, sur la délivrance des passeports aux étudiants, le 23 mai, les autorités chinoises ont déclaré que les études à l'étranger étaient un motif impérieux pour justifier la délivrance des passeports. Donc, a priori, de ce côté-là aussi, on n'a pas d'inquiétude particulière. Plusieurs questions consulaires. La première, je dirais, les classiques depuis le début de nos webinaires sur l'évolution de la communauté française. Donc, je ferai toujours la même réponse. On a perdu la moitié de la communauté en 10 ans et on va probablement en perdre encore une partie. Mais néanmoins, je tiens à rappeler que la France a besoin des Français en Chine et que le dialogue entre la France et la Chine n'a jamais été aussi important, et ce, dans tous les domaines. Et donc, je compte sur toutes les bonnes volontés pour faire vivre ce dialogue franco-chinois. Sur les questions plus précises, donc s'enregistrer sur le registre des Français à l'étranger, donc la méthode normale, c'est le site servicepublic.fr. Par contre, en cas de difficulté, on a eu une question qui était liée à un bug et une impossibilité de s'inscrire. Il faut juste appeler le consulat ou envoyer un mail au consulat qui évidemment, par défaut, peut procéder à cette inscription. La procédure pour les passeports de nouveau-nés. Donc, il faut aller au consulat avec la déclaration de naissance et l'acte d'état civil qui a été établi au moment de la naissance. Donc, normalement, là, Benoît va revenir aussi sur les conditions d'accès à Shanghai qui se normalisent. Et on avait une question sur qu'en est-il de l'ouverture du consulat à Pékin, et la question ne se pose pas parce qu'il n'a jamais été fermé. Donc, nous avons toujours, même au plus dur de la crise, eu une ouverture du consulat à Pékin. Sur les questions de visa, donc dans le sens Chine-France, nous délivrons tous les visas, mais nous restons avec le motif de raison impérieuse pour se rendre en France. Donc j'espère que la fin du confinement à Shanghai va permettre de lever cette restriction, faire lever cette restriction qui nous gêne. Mais donc, on délivre les visas, mais seules les personnes qui ont des raisons impérieuses peuvent venir. Ça fait partie, les étudiants en font partie. Dans le sens France-Chine, c'est beaucoup plus, je dirais, clair dans l'autre sens, c'est qu'il n'y a pas de visa. Et le visa est plutôt l'exception, et ça correspond à tout le dispositif qu'on a avec les lettres d'invitation pour la communauté d'affaires. Donc, c'est les seuls qui fonctionnent en réalité, les visas de tourisme, les visas étudiants, tout ça, aucun visa n'est délivré. Un mot sur les élections législatives. Donc, les législatives, contrairement aux présidentielles, permettaient le vote en ligne. Il y a déjà une assez bonne participation. Je crois que je n'ai pas le droit de dire le taux que nous connaissons. Il y a eu aussi quelques dysfonctionnements dus à l'omission de la case téléphone ou adresse email ou email erroné, mais aussi, semble-t-il, à des bugs dans le système. Donc, vous avez dû recevoir un email qui permet de corriger vos données avant le second tour. Et donc, contrairement à ce qui avait été annoncé, il y a une possibilité entre les deux tours de mettre à jour ces coordonnées. En cas de difficulté, là aussi, il faut saisir la cellule d'assistance des élections par mail. Et au pire, si ça ne marche toujours pas, les consulats concernés peuvent essayer d'aider si vous êtes régulièrement enregistré. On n'a pas d'inquiétude particulière pour le vote en présentiel ce dimanche pour ceux qui n'ont pas opté pour le vote donc, en ligne. Et les résultats seront publiés à partir du 6 juin pour répondre là aussi à une question précise. Voilà pour ce balayage un peu général des questions qui ont été posées. Jean-Marc reviendra tout à l'heure sur la situation économique. J'ai déjà fait allusion au fait qu'il y avait quand même on sentait comme une volonté de relancer la machine, et ça m'amène à faire presque un erratum, puisque lors du dernier webinaire, j'avais indiqué que la foire des biens de consommation de Hainan passait plutôt vers la fin du mois d'août. Elle a l'air de revenir vers la fin du mois de juillet. Ça reste à confirmer, mais en tout cas,
c'est un signe de ces indications. Voilà rapidement ce que je voulais vous dire. Peut-être d'abord Benoît sur la réouverture des services, et puis plusieurs questions aussi étaient vraiment très ciblées sur Shanghai. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, d'abord en complément sur le déconfinement de Shanghai, quelques éléments complémentaires. Donc après la quinzaine écoulée, qui avait été la première phase du déconfinement, mais qui avait été extrêmement poussive, le 1er juin a clairement été un Big Bang. Et nous sommes maintenant vraiment dans le déconfinement, liberté de mouvement à l'intérieur de la ville, reprise des transports collectifs et individuels, reprise de l'activité économique. Il ne reste plus que 3 ressortissants français positifs qui sont soit en centre collectif, soit en hôtel. Évidemment, nous continuons à les suivre de très près. Toutefois, ça n'est pas encore, on ne peut pas encore parler de retour à la normale, ou alors sinon avec beaucoup de guillemets. D'abord, donc plus de 4 millions de personnes qui demeurent encore dans les zones non encore déconfinées, dont un certain nombre de Français qu'on va essayer d'évaluer, de voir, mais plutôt un nombre assez réduit de ce qui nous revient a priori. Deuxièmement, un climat de nervosité assez qui demeure dans la ville, avec la panique qu'on a vue par exemple à l'IFC, donc mall de Pudong aujourd'hui, qui était qui s'est résorbé, mais qui a montré que les gens restent très nerveux. Et puis on a quand même des résidences qui ont refermé ces derniers jours dès qu'il y a la moindre alerte. Donc ça va dans le sens de ce que disait l'ambassadeur sur le fait qu'on reste quand même dans un climat de certaine incertitude. Sur le plan de l'activité économique, des restrictions qui demeurent quand même sur l'activité, notamment le fait qu'une partie des usines demeure en circuit fermé, que des jauges sont appliquées dans les commerces et que les restaurants, en principe du moins, ne peuvent ouvrir que pour la vente à emporter. Donc, tout cela devrait quand même évoluer, on espère assez rapidement, en particulier pour la restauration. Par ailleurs, donc, comme cela a déjà été dit, pas de calendrier pour la réouverture des institutions éducatives, ce qui évidemment pèse sur la vie quotidienne des gens et sur la reprise économique, et pas non plus de calendrier pour les institutions culturelles. Enfin, les déplacements hors de Shanghai sont toujours soumis à des quarantaines, et puisqu'il y avait une question sur la possibilité qu'on puisse circuler entre Shanghai et le Jiangsu sans contrainte de permis ou de quarantaine, à ce stade, ça n'est pas le cas. Il n'est pas totalement impossible que les choses évoluent relativement rapidement, parce que il y a une telle imbrication des économies, une telle intégration dans le delta du Yangtze, notamment entre les économies du Jiangsu et de Shanghai, qu'il est possible que les choses s'améliorent de ce point de vue-là, mais pour le moment, il n'y en a pas d'indication. Par ailleurs, les administrations chinoises sont en train de rouvrir progressivement au public, ce qui veut dire donc que pour les Français qui ont besoin de faire des démarches, c'est plus facile. On peut revenir à un mode à peu près normal, en tout cas d'ici quelques jours. On est en train de regarder de plus près en détail pour vous informer sur la reprise. Ça veut dire que pour les personnes en dépassement de visa, la tolérance ne sera plus une évidence. Si vous pointez à l'aéroport avec un visa dépassé, donc on vous encourage très fortement à contacter le bureau local des entrées-sorties pour essayer de régulariser votre situation avant votre départ. Au mieux, ça vous permettra de partir complètement en règle, et au pire, vous pourrez démontrer votre bonne foi et le fait que vous avez essayé de régulariser avant votre départ. Le retour complet à la normale est donc prévu d'ici la fin juin, c'est ce qui a été annoncé par les autorités, avec évidemment des contrôles qui se maintiendront dans la durée, qui pourraient être assez lourds. Bon, les tests, la nécessité de produire un test de moins de 72 heures, avec un système, la mise en place des kiosques dans tout Shanghai qui est encore en phase de rodage. On le voit avec des queues qui sont hier et aujourd'hui, des queues qui en tout cas sont encore très longues dans la plupart des endroits pour faire les tests.
des temps d'attente qui peuvent être assez longs pour obtenir les résultats et voire des problèmes effectivement aussi parfois informatiques pour que certains Français nous ont fait remonter aussi. Mais si on regarde l'exemple de ce qui a été fait à Hangzhou il y a quelques semaines, qui est précurseur de ce point de vue-là, on peut espérer que ces petites contrariétés que ça s'arrange rapidement et que ce soit plus fluide dans un avenir proche. Évidemment, on a aussi la systématisation du système de sentinelle digitale à l'entrée de tous les lieux publics. Et puis, très clairement, quand on pourra recommencer à se déplacer ailleurs, hors de Shanghai, avec des contrôles très forts sur les déplacements. Il y avait une question sur la réduction de la durée de quarantaine sur Shanghai à court ou moyen terme. À ce stade, il n'y a pas d'indication de changement sur la quarantaine à l'arrivée depuis l'étranger, qui est toujours de 2 plus 1 semaine. Mais comme le disait l'ambassadeur, on voit que beaucoup d'autres villes convergent sur 2 semaines. Donc, on peut espérer une évolution, mais ça n'est pas le cas à ce stade. Donc à suivre de près. J'en viens maintenant à la réouverture des services du consulat au public. Donc, nous avons passé 2 mois en mode de crise et de gestion gestion à distance. Depuis au mois de mai, nous avions pu commencer à gérer quelques dossiers administratifs en mode dégradé, en obtenant un accès au bureau dans des conditions qui étaient très limitées. Depuis hier, nous sommes à nouveau en mesure d'accueillir le public. Donc, la réouverture est effective à compter d'hier pour le service des Français et à compter d'aujourd'hui pour le service des visas. Pour le service des Français, nous mettons en place un dispositif avec des heures d'ouverture continue de 8h à 18h à titre temporaire pour traiter en priorité les demandes administratives urgentes qui ont pris du confinement. Ça vaut notamment pour les problèmes de renouvellement des passeports pour des personnes qui doivent partir rapidement. Pour les demandes de visa, le consulat gère en priorité les demandes urgentes de familles mixtes dans les prochains jours, et notamment donc les départs avant le 15 juin. Mais le prestataire TLS sera en mesure d'accueillir du public dès le lundi 6 juin. Donc, il y a déjà des rendez-vous qui sont pris. Vous pouvez prendre rendez-vous pour la semaine prochaine sans attendre. Et donc, il y a déjà un certain nombre de personnes qui ont pris des rendez-vous dès le lundi matin et qui seront donc gérés à partir de lundi. Et ensuite, ça devrait aller assez rapidement. Mais si en cas d'urgence, vous pouvez vous signaler directement auprès du service des visas du consulat. Il y avait une question sur le centre TLS de Nankin, de savoir s'il allait rouvrir. Le centre est fermé depuis plus de 2 ans et il n'y a pas de plan de réouverture vu la situation de fermeture des frontières. Un point peut-être juste sur le fait que Campus France Shanghai n'a pas obtenu d'autorisation pour accueillir du public pour le moment, mais comme indiqué par M. l'ambassadeur, l'équipe de Campus France poursuit ses interviews d'étudiants en ligne. Et il est intéressant de voir que les statistiques montrent que sur la circonscription de Shanghai, nous avons au 31 mai une augmentation de 42% du nombre de dossiers traités par rapport à un an auparavant, et que ça nous ramène à peu près au niveau pré-pandémie. Donc c'est une bonne nouvelle pour une fois, qui mérite d'être soulignée. Côté LFS, je crois que j'ai rien de particulier à ajouter à ce qui a été dit. Et de toute façon, effectivement, il y a eu une réunion d'information samedi dernier qui a permis vraiment de donner tous les éléments nécessaires à la communauté. Sur les élections, le premier tour aura lieu donc naturellement le 5 juin. Ce que je voudrais signaler, c'est que effectivement, ça sera à la résidence et non pas comme c'était prévu à l'origine dans les bureaux du consulat. En général, les élections ont toujours lieu dans les bureaux, mais le délai très court entre l'annonce du déconfinement et la tenue du premier tour nous a amené à ne pas prendre de risques et donc à organiser le scrutin à la résidence. Un message a été envoyé à l'ensemble des électeurs potentiels. Et donc vous êtes, pour tous ceux qui n'ont pas voté par Internet,
vous pouvez vous rendre dimanche à la résidence et non pas dans les bureaux du consulat de 8h à 18h pour voter à l'urne. Le deuxième tour, par contre, devrait normalement être organisé dans les bureaux du consulat puisque nous aurons le temps là de nous assurer du plein accès des usagers au bureau. Dernier point sur les questions un peu de fonctionnement. Il y a eu des questions qui ont été posées sur le maintien des groupes WeChat d'îlots et donc qui ont été créés par chaque chef d'îlot pendant la crise. Nous allons en parler avec les chefs d'îlot. Je pense qu'effectivement cet attachement est lié. Il y a un attachement de beaucoup de personnes au maintien de ces groupes qui se sont montrés très utiles aussi pour créer une vraie dynamique de solidarité à l'intérieur de la communauté. Donc, on peut peut-être y réfléchir de manière favorable et positive. D'autant plus qu'il pourrait y avoir encore des difficultés dans l'avenir. Dernier point sur l'évolution de la communauté française de Shanghai. Peut-être juste des éléments chiffrés. Donc, on est à un peu plus de 7000 personnes. C'était depuis le début de l'année. Nous avons perdu 11% de la communauté en 2021. On sait que 2022 sera encore avec une baisse encore plus forte. Et un élément qui confirme cela, c'est que le lycée français de Shanghai table sur une baisse de 20% du nombre d'élèves. Or, nous savons que le lycée, en général, a plutôt tendance à surperformer par rapport à l'évolution démographique de notre communauté, puisqu'il a une politique très volontariste de recherche de nouveaux publics. Donc on est plutôt clairement dans une fourchette de moins 20%. Et ce qu'on voit aussi, c'est que qualitativement, il apparaît assez clairement que les départs touchent toutes les catégories de la communauté, aussi bien les expatriés des grandes entreprises que des familles franco-chinoises, des entrepreneurs, des professeurs, etc. Mais à ce stade, ce qu'on constate aussi, c'est que les vols pour la France sont très peu remplis. Et donc, ça n'est pas un exode brutal de la population, de la communauté française. Et effectivement, il reste encore un très bel écosystème de présence française à Shanghai. Et donc, je crois qu'on pourra continuer à travailler ensemble de manière très positive pour l'avenir pour faire progresser la présence française à Shanghai et dans tout le delta du Yangtze. Merci. On enchaîne avec Jean-Marc sur la situation économique. Bonjour à tout le monde. Un petit mot sur la situation économique. Évidemment, avec un œil sur la période qu'on vient de traverser, avant de regarder celle qui est, espérons-le, en train de s'améliorer en ce début du mois de juin. On vient de traverser effectivement globalement sur la Chine une période assez morose. Pour des raisons qui sont assez évidentes, puisque depuis 2 mois, si on fait la somme de toutes les régions chinoises qui ont été touchées un peu, beaucoup ou vraiment beaucoup par des mesures de confinement total, partiel, etc., on a l'équivalent à peu près de 40% du PIB chinois qui a été quand même directement touché. Donc évidemment, après il y a des différences qualitatives, sans doute beaucoup plus les services que les grandes entreprises, sans doute beaucoup plus les PME que les grandes entreprises. Mais enfin globalement, il y a eu un choc au cours des 2 mois passés qui se traduit complètement dans les données dont on a connaissance à l'heure actuelle, puisque à peu près tous les moteurs de la croissance chinoise se sont un petit peu enrayés depuis fin mars et surtout au cours du mois d'avril. En avril, les chiffres ont été franchement mauvais. La production industrielle était en baisse par rapport à l'année précédente. La consommation avec un recul de 11% des ventes de détail. Bon, ça, c'est pas non plus très étonnant dans des zones notamment qui ont été assez largement confinées. Un recul de l'investissement, alors qui tient à la situation du Covid, mais qui est aussi assez plombé par le marché immobilier et les difficultés de ce secteur qui sont bien antérieures d'ailleurs au début de cette année. Et même les exportations qui étaient un peu le moteur de cette croissance chinoise, alors elles ne sont pas en recul, mais en tout cas, elles ont fortement ralenti au cours de toute cette période. Il y a un indicateur qui inquiète beaucoup les autorités chinoises, qui est un peu la résultante de tout ça, de ce ralentissement, cette décélération assez forte de la croissance. Ce sont les chiffres de l'emploi.
Je rappelle que les chiffres de l'emploi en Chine, ils ne concernent que la population urbaine, donc ce n'est pas tout à fait des choses qui sont comparables avec les chiffres que nous avons, nous, en Europe, hein, c'est la population urbaine. Avec un peu plus de 6% de taux de chômage, on est quasiment revenu au taux qui était celui du printemps 2020, ce qui n'est pas la meilleure des références dans l'histoire récente chinoise, donc un taux qui a beaucoup augmenté et un taux qui inquiète encore un peu plus, puisqu'on frise quasiment les 18% de chômage pour les jeunes des 16-25 ans, et évidemment avec la paralysie de toute notamment le secteur des services, mais également des Kuaidi, des plateformes de commerce en ligne, etc. Évidemment, ce sont des secteurs qui ont beaucoup impacté également l'emploi des jeunes. Alors, cette situation qui est assez morose, elle est fortement corroborée par toutes les enquêtes, notamment des chambres de commerce qui ont été faites depuis un mois à peu près. La plupart des grandes chambres de commerce, dont la nôtre, ont fait des études auprès de leurs adhérents, la Chambre européenne, la Chambre allemande, la Chambre américaine, la Chambre britannique, la Chambre française, sous le contrôle de Christophe, qui a mené cette enquête auprès de 200 de ses adhérents et qui a publié ces résultats il y a peu. Ce sont des résultats qui sont évidemment tout à fait intéressants. Sous son contrôle, on voit qu'il y a un impact évident de la situation économique sur l'activité. Ça, tous les résultats des enquêtes le montrent. C'est pas vraiment une surprise, quasiment presque à 75 ou 80%. Toutes les enquêtes convergent aussi, françaises comme les enquêtes étrangères, pour dire qu'il y a une très forte détérioration de l'image de la Chine auprès des états-majors dans les capitales de ces entreprises. Là aussi, c'est quelque chose qu'on sentait assez fortement depuis quand même pas mal de temps, mais qui s'est évidemment aussi fortement renforcé. Une tendance qui n'étonnera personne aussi, qui est que il y a des perspectives de remplacement d'expatriés par des nationaux chinois pour les recrutements des prochains mois ou des prochaines années. On est presque du 50-50 entre ceux qui l'envisagent et ceux qui considèrent qu'ils remplaceront des expatriés par des expatriés. Et ces remplacements, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils sont beaucoup plus contraints que choisis. Il y a beaucoup de pays dans lesquels c'est une politique menée par des entreprises consistant à faire monter des élites locales, des recrutés locaux, etc. Là, évidemment, ce sont des choix qui sont beaucoup plus contraints par les difficultés que chacun voit bien. Il y a un chiffre, évidemment, que chacun a regardé de très près. Quelles sont les entreprises qui envisagent, au vu de la situation, dans une période de l'année, voire au-delà, soit de différer, soit de renoncer, soit de faire des investissements en dehors du territoire chinois. Ce chiffre reste minoritaire. L'enquête française montre que c'est quand même 16% des répondants qui envisagent cette situation. Dans les autres enquêtes, et notamment les enquêtes européennes ou allemandes, ces chiffres sont même supérieurs. Ils sont supérieurs, c'est qu'ils ne sont plus, ils sont minoritaires, bien évidemment. On est toujours en Chine pour investir pour le marché chinois, et de ce point de vue-là, c'est un marché qui reste un marché extrêmement porteur. Mais en tout cas, on n'est plus sur des chiffres marginaux, bien au contraire, d'entreprises qui, au vu de cette situation, et notamment de ce côté un peu moins prévisible qu'auparavant de l'écosystème chinois, envisage soit de ralentir, soit de différer, soit de faire ailleurs un certain nombre d'investissements en dehors du territoire chinois. Je termine en disant, d'abord, que ce sont des intentions que pour l'instant, nous ne voyons absolument pas dans les chiffres. Nous ne voyons aucune diminution, bien au contraire, du montant des investissements étrangers globaux sur le territoire chinois, qui ont d'ailleurs surperformé au cours des dernières années. À la faveur de la pandémie, la Chine est devenue le premier récipiendaire d'investissements directs étrangers dans le monde. Donc, c'est une tendance qui ne se voit pas dans les chiffres, mais c'est une petite musique qui commence à trotter dans la tête d'un certain nombre d'états-majors de grandes entreprises, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient étrangères. Restera à voir si effectivement il y a passage à l'acte ou pas. Je termine avec cette enquête en disant qu'il y a également la question avait été posée spécifiquement sur l'impact des événements en Ukraine. Il y a un impact pour 37% des répondants, là je parle sous le contrôle de Christophe, ce sont les répondants de l'enquête française, de la Chambre française, mais
c'est un impact qui a un impact indirect, au sens où cet impact passe essentiellement par l'augmentation des prix de l'énergie, par les difficultés, les perturbations des chaînes de valeur, par le cas échéant, les menaces de sanctions. C'est beaucoup plus par ces liens qui sont directement, enfin indirects en quelque sorte de la situation en Ukraine, que par la prise en compte ou la montée d'un risque réputationnel qui pourrait être lié à une présence en Chine. Pour l'instant, en tout cas, c'est quelque chose qui ne se voit pas véritablement à l'intérieur des chiffres. Alors, juste pour pas être trop long, l'ensemble de ces données, donc ces mauvais résultats du mois d'avril, encore une fois corroborés par ces enquêtes menées par les chambres étrangères, ont suscité évidemment une vigoureuse réaction des autorités chinoises. Ce n'est pas étranger probablement à ce qui s'est passé et à la vitesse relative, certes, mais en tout cas de réouverture par rapport à ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques semaines. Il est difficile de dire si ce sont les économistes qui l'ont emporté sur, entre guillemets, les politiques au sein des autorités chinoises. On entend beaucoup à l'heure actuelle le Premier ministre Li Keqiang s'exprimer sur ces questions. Il est traditionnellement porteur plutôt d'une vision économiste des choses. Le vice-premier ministre Liu He se sont beaucoup exprimés devant des cadres la semaine dernière, 100 000 cadres pour faire redémarrer la machine, avec un discours d'ailleurs un peu dramatisant. Le Premier ministre a fait un discours il y a peu de temps en disant qu'il espérait au deuxième trimestre une croissance positive. Donc ça laissait à penser qu'il pouvait même envisager une croissance qui ne soit pas positive au deuxième trimestre, ce que personne véritablement n'imagine. Mais en tout cas, cette dramatisation a joué sans doute probablement dans l'accélération des réouvertures et dans la prise de toute une série de mesures par les autorités, qu'on ne va pas détailler ici, qui sont des mesures favorables, qui vont de report de charges, beaucoup plus d'ailleurs de report de charges fiscales et sociales que de suppression à proprement parler, des mesures de soutien à la consommation, des bons de consommation qui sont distribués ici ou là, comme on l'avait fait à la fin de l'année 2020, des mesures de politique monétaire favorables, des baisses de taux, etc. Enfin, une politique de relance de la machine qui s'est beaucoup accélérée au cours de la période présente. Juste pour terminer, évidemment, tout ça touche notre communauté d'affaires française. On a du mal à avoir, évidemment, si près des chiffres extrêmement précis au sein de ces tendances générales de ce qui concernerait les Français ou la communauté française. On sent, et je crois qu'il y a eu un petit tour de table d'entreprise ce matin sur Shanghai qui donnait un bon écho de ça. On sent quand même des prémices de reprise en cette fin du mois de mai, en début du mois de juin, avec des signes assez palpables, notamment dans des secteurs qui avaient été extrêmement touchés. Je pense notamment au secteur des services. Les dégâts ont été probablement importants dans le secteur des PME, mais ça concerne l'ensemble des entreprises. Et on peut penser qu'effectivement, des PME françaises aient également été touchées. Et c'est ce qui justifie aussi notamment des inquiétudes en termes d'emploi, parce que le secteur des services et le secteur des PME, c'est le gros gisement de l'emploi des jeunes en Chine. Évidemment, c'est quelque chose qui peut soucier complètement les autorités. Je termine en redisant deux choses qu'on avait dites déjà il y a quelques semaines quand on avait fait un point spécifique sur l'économie chinoise avec l'équipe économique, l'équipe France économique, de la Chambre de commerce, des conseillers du commerce extérieur, de Business France et du service économique. On se garde d'ailleurs la possibilité de refaire dans la période qui vient peut-être des webinaires spécifiques sur le sujet économique pour redire qu'effectivement l'ensemble de cette équipe est au service de notre communauté d'affaires pour les orienter vers du conseil, vers du coaching, vers toute une série de choses dans ces périodes un petit peu compliquées, et puis parfois même des choses beaucoup plus précises. Moi, je suis amené avec des conseillers du commerce, le président du conseiller du commerce extérieur, à signer des lettres pour des entreprises qui ont des difficultés avec leurs bailleurs, pour essayer d'avoir des facilités de paiement. En tout cas, sachez que nous sommes à votre service, et pour ça, il suffit tout simplement de contacter ou la Chambre ou les conseillers du commerce extérieur ou nous-mêmes à l'ambassade. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Marc pour ces précisions et en référence justement à cette enquête que nous avons tous préparée ensemble à la Chambre de commerce avec les services de l'ambassade, les conseillers du commerce extérieur et Business France. Cette enquête, nous la mettons immédiatement en ligne. Vous pouvez la cliquer, elle sera sur le lien du webinaire en ce moment. Les équipes de la CCI la partagent
à l'instant. Voilà, nous allons maintenant passer à beaucoup des questions que vous avez posées pendant l'heure qui vient de se passer. Beaucoup de ces questions ont eu déjà des réponses, mais il en reste quelques-unes. Caroline, je vais te passer la parole pour les questions à poser à Monsieur l'ambassadeur. Merci Christophe. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Des questions sur les vaccins. Savez-vous si un vaccin chinois ARN serait prochainement disponible? Et toujours lié au vaccin, est-ce que vous voyez une réelle volonté des autorités chinoises de vacciner la population à risque, notamment les plus âgés? J'ai un peu répondu tout à l'heure en disant qu'il n'y avait pas de nouveauté. Donc, lors du dernier webinaire, j'avais indiqué que les vaccins messagers en cours de développement connaissaient pas mal de difficultés. Donc, on ne voyait pas de mise sur le marché à un horizon très, très tôt. Et sur la vaccination, donc, on n'a vraiment pas beaucoup de signes, à part des initiatives pour encourager les personnes âgées via des incitations. Donc ça, c'est plutôt à regarder dans les semaines qui viennent si c'est une dynamique qui s'enclenche, mais pour le moment, ce n'est pas notable. Concernant l'éducation, est-ce qu'on a une visibilité pour la reprise des cours en présentiel pour l'année prochaine, donc pour septembre prochain, notamment à Pékin et Shanghai? Donc chaque jour suffit sa peine. Donc on est en train de réouvrir à Pékin probablement. Pour le moment, donc vu la tendance épidémique, aujourd'hui on est sur une logique de reprise en présentiel. Après, entre juin et septembre, qu'est-ce qui peut se passer? Je pense qu'on est à l'abri de ce qu'on a connu, mais on ne peut pas exclure que dans les quartiers de nos lycées, il y a une difficulté et des contraintes à un moment donné. Mais aujourd'hui, on se passe plutôt dans une logique de reprise en présentiel dans les deux lycées. Une question sur la quarantaine, si on vient d'un pays tiers, notamment en Asie, et si on fait une quarantaine à Singapour et au Japon, est-ce que la durée de quarantaine en Chine pourrait être allégée en fonction des pays d'où on vient? Ça ne vaut pas. Il faut juste imaginer qu'à partir du moment où on a une quarantaine entre deux villes chinoises, le fait d'arriver de l'étranger n'est pas un facteur de nature à rassurer. Concernant les vols internes notamment au départ de Rongchia et Pudong, savez-vous quand ils vont pouvoir reprendre? Et notamment, est-ce qu'il est possible de venir à Pékin depuis Shanghai? Monsieur le Consul général. Monsieur l'ambassadeur, ma réponse ne va pas être enthousiaste, j'imagine. Pour l'instant, à notre connaissance, il y a quarantaine à l'arrivée à Pékin. Seulement une semaine ou 15 jours? 7 jours. 7 jours. Mais peut-être qu'il y a aussi une question au départ. L'accès aux aéroports pour les vols est complètement libéré ou pas? Oui, il est possible les transports interprovinciaux à partir de Shanghai ont repris. Le vrai problème, c'est vraiment la quarantaine ensuite. Oui. Sujet, les quarantaines dans les voyages en Chine qui fait qu'aujourd'hui, il faut quand même vraiment avoir envie ou avoir une bonne raison pour se déplacer. Autre question, si Shanghai est reconfiné, quelle est la procédure pour se rendre à Pudong pour un vol? Est-ce que c'est la même que pendant le confinement? Et si on est positif, il est donc toujours impossible de quitter le pays? Je pense quand même qu'on est à l'abri d'un reconfinement généralisé de Shanghai. On est quand même sur des bases maintenant qui sont contrôlables. Et donc, je pense qu'on est plus exposé à des risques localisés où on pourrait avoir une mauvaise surprise, pas tellement sur une version de ce qui s'est passé en avril, fin mars, début avril. Sur les transferts des positifs, c'est clairement la réponse est clairement non.
Et ensuite, j'imagine qu'on pourrait toujours faire ce qu'on a fait, ce que le consulat général a fait systématiquement, c'est-à-dire essayer de faire sortir les gens qui sont dans les immeubles confinés, mais ça n'a jamais été facile. Donc, le mieux est quand même d'être dans un immeuble où il n'y a pas de cas positif pour regagner l'aéroport. Benoît, je pense que ça correspondait à peu près à la vérité des prix. Oui, en tout cas, on n'a aucun cas de personne positive qui ait réussi à prendre l'avion. Par définition, si on est positif, on est au mieux bloqué chez soi et sinon dans un centre. Donc par définition, c'est pas une possibilité. Ensuite, effectivement, quand on est dans une résidence avec des cas positifs, c'est une négociation qui a quand même abouti la plupart du temps à la fin. Il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Merci beaucoup. Pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, il est temps de conclure. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le ministre conseiller, monsieur le consul général à Shanghai, monsieur le consul général à Pékin, un grand merci pour toutes ces réponses. Un grand merci pour avoir pris le temps, encore une fois, de rentrer dans les détails et de donner le maximum d'informations à la communauté. Des évolutions positives globalement. Donc, nous espérons tous une période estivale plus détendue que ce que nous avons connu pendant le printemps. Monsieur l'ambassadeur, vous saluiez l'action du consulat, du consul général, également les équipes du consulat, la Team France et toutes les associations. J'en profite moi aussi pour passer un petit coup de chapeau personnel à Caroline, à l'ensemble des équipes de la Chambre de commerce et d'industrie franchine, toute cette équipe qui s'est mobilisée. Ils n'ont pas compté leur temps ni leurs efforts pour rester au plus près de la communauté. Je voulais les saluer aujourd'hui et leur exprimer ma gratitude. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite un excellent week-end prolongé et à très bientôt pour les prochaines communications de la Chambre de commerce et d'industrie franchine. Bon week-end, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, sachant que nous espérons que les conditions ne seront pas réunies pour un prochain webinaire dans ce format. Pas trop tôt. Nous sommes tous d'accord. Passez un bel été. Et encore toutes les félicitations à tous. Merci. Merci à tous.